Bonjour à tous, je rajoute un petit message avant le début de l'épisode pour vous prévenir qu'il y a des bruits de micro. J'en suis sincèrement désolé, j'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur. J'apprends encore à maîtriser tout ça comme il faut. Je vous souhaite tout de même un bon épisode et puis à bientôt. Bonjour à vous tous qui nous écoutez, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une médium, une magnétiseuse, une passeuse d'âme, enfin bref, une dame aux multiples casquettes qui n'a pas fini de nous faire rêver. J'ai nommé Virginie Robert. Bonjour Virginie, je suis ravi de t'accueillir ici pour parler de ton livre Conversation avec l'au-delà, qui est paru aux éditions Le Duc. Alors comment te portes-tu? Salut Clément, écoute, je vais très bien, merci. Merci pour ton invitation. C'est moi qui te remercie de participer à cette aventure, écoute. Je peux te laisser te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaissent peut-être pas encore. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Dis-moi. Écoute, Qu'est-ce que tu veux que je présente? j'aimerais que tu présentes ce que tu fais un petit peu au quotidien et ce qui te fait vivre dans cette passion, quoi. Déjà, comme tu l'as évoqué, j'ai ce côté médiumnique et passeuse qui, où il m'a fallu de très nombreuses années pour comprendre comment ma médiumnité fonctionnait, puisque je ne fais pas appel aux défunts. Je ne les contacte pas, les gens ne viennent pas me voir en séance avec des photos de leurs défunts pour que je leur délivre des messages de leurs défunts. Pour moi, ça ne s'est jamais passé comme ça. A contrario, ce sont les défunts qui viennent me voir parce qu'ils ont des choses à régler en fait de l'autre côté, là où ils se trouvent, avec leur descendance qui va se retrouver par exemple devant moi en consultation, en stage ou quoi que ce soit. Donc c'est une médiumnité déjà qui est un petit peu particulière parce que pour la plupart des médiums que les gens puissent connaître, ça se passe d'une autre façon. Justement, les gens viennent les voir avec des photos pour avoir des messages de leurs défunts. Moi, ça se passe pas du tout comme ça. Et dans cette médiumnité, en fait, on est plus là pour réparer les mémoires familiales, pour apaiser l'âme qui se trouve de l'autre côté. Et donc, c'est tout un travail assez passionnant. Voilà, c'est une véritable vocation. Et puis, j'accompagne les gens dans leur développement spirituel, je les accompagne de tout un tas de façons. D'accord. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça va faire plus de 10 ans aujourd'hui que je suis à mon compte en tant que thérapeute et qu'accompagnante. Et ma médiumnité, elle, s'est déclenchée l'année, entre guillemets, réellement l'année de mes 20 ans, suite à un accident de voiture. Très bien. Donc écoute, si tu veux bien, on peut passer aux questions du coup. Ouais. Euh, alors j'en ai noté quelques-unes et alors déjà tu reprends les bases en donnant les explications sur ce qu'est un médium, le fameux sas, le cordon d'argent et tout ça au tout début du livre. Est-ce que Mm. tu pourrais nous dire un petit mot dessus s'il te plaît? Bah, le SAS, déjà, c'est vraiment une des choses qui est primordiale à comprendre. Et le but, en fait, du bouquin, il en a plusieurs. Mais le premier, c'est d'expliquer aux gens que plus on va partir en étant le plus apaisé possible, avec le moins de secrets, avec le moins de regrets, etc., et moins on se retrouvera dans ce sas, en fait. Lorsque l'on meurt, je pense que maintenant la plupart des gens savent que seul le corps physique en fait meurt, mais que l'âme elle continue, la conscience etc. Continue de survivre ou de vivre de l'autre côté. Et suivant l'état d'esprit dans lequel les gens vont partir, dans lequel euh, ils vont ils vont mourir, hein, puisque c'est quand même c'est important de poser ce terme-là. Plus on va être apaisé, plus on va être dans une espèce de sérénité ou de paix intérieure, pas forcément face à la mort, mais face à notre environnement, face à la personne qu'on a été, etc.
plus ce sas sera facile pour nous. En fait, le sas, c'est une étape de transition dans laquelle l'âme, elle a besoin de prendre conscience de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a pu dire, de ce qu'elle a pu vivre, etc. Et ce qui fait qu'on peut rester plus ou moins longtemps dans ce sas, de ce que j'ai pu comprendre par rapport aux discussions avec les défunts et les guides. Et qu'est-ce que je voulais te dire? C'est parti, c'était en lien avec le cordon d'argent, justement avec la corde d'argent. J'ai une vision assez particulière de cette corde parce que pour moi, on voit bien, il y a des témoignages qui sont là avec du personnel hospitalier, etc., ceux qui accompagnent les gens vraiment en fin de vie et compagnie. Il y a plusieurs études qui ont été faites, il y a plein de témoignages qui sont faits là-dessus aujourd'hui, où certaines personnes ont pu voir justement ce fameux cordon rompre au moment de la mort de la personne. Et pour moi, ce cordon, encore une fois, seul le corps physique disparaît, mais par contre, tous les autres corps sont toujours attachés. Pour moi, il y a tout un lien en fait qui est fait entre l'âme, la conscience et tous nos autres corps subtils, parce qu'aujourd'hui, on voit bien, c'est quand on va chercher certaines informations, on va aller chercher justement dans le corps subtil de la personne. Et donc, il y a tout un espèce de package où quelque part, en fait, on se rend compte aujourd'hui que quand on meurt, effectivement, seul le corps physique disparaît, quoi. Mais tout le restant continue d'exister. Donc, voilà. Le bouquin a plusieurs casquettes où vraiment je viens expliquer cette partie sur la mort, ce fameux passage, comment nous, en tant qu'êtres humains, on peut vraiment être le plus serein possible face à notre vie, et puis tout ce qu'on peut faire dès maintenant, en fait, pour être le plus apaisé aussi quand on partira. C'est ça. Ouais, c'est un peu tous les corps éthériques qui ressortent du réceptacle, en fait, du corps C'est ça, physique. exactement. D'accord. Dans lequel on va trouver, en fait, tout notre champ d'information. Très bien. J'ai lu, tu reçois un cadeau, un magnétoscope, et tu décides de faire l'expérience avec ta grand-mère d'enregistrer des voix de défunts, après avoir vu une émission de paranormal qui fait cet exercice. Ça, c'est une expérience qui a dû être extraordinaire quand même. Extraordinaire, j'ai envie de te dire oui et non à la fois. Parce qu'à cette période-là, je sais pas, je dois avoir une dizaine d'années, vraiment, vraiment pas plus. Et j'avais trouvé cette émission-là sur le paranormal, mais vraiment extraordinaire. Je m'étais dit, mais c'est génial de pouvoir faire ça, etc. Et effectivement, le Noël d'avant, j'avais reçu un magnétophone. Et je sais pas vraiment si les générations d'aujourd'hui savent ce que c'est un magnétophone. Ouais. Mais Ouais, j'expliquerai dans la description du podcast pour les si les plus tu veux, jeunes. ouais, parce que voilà. Mais j'avais dit à ma grand-mère, en fait, je voyais en ma grand-mère la personne âgée qui avait forcément perdu des membres de sa famille, et je m'étais dit, mais si ça se trouve, on pourrait parler à ta mère ou à ton père ou j'en sais rien. Et donc on avait fait cette expérience, mais il s'était absolument rien passé, tu vois. Donc j'avais passé un super bon moment avec ma grand-mère, et puis vraiment dans Ouais. cette curiosité de voir ce qu'on pouvait faire, etc. Mais à contrario, un peu déçue parce que non, il y avait aucun résultat. Mais quelque part, il y avait déjà une ouverture sur ce monde-là de ton côté quand même. Oui, mais ça a Ouais. toujours été en fait. Ouais. Ça a toujours été. Après, à l'âge de 17 ans, j'ai perdu mon papa, et lui m'a fait prendre conscience en fait de ça parce que et je veux dire, il était dans la même pièce que moi, donc je l'ai vu, on a discuté, et au-delà d'une simple discussion, il y a eu une étreinte, il y a vraiment eu un contact physique dans lequel il y avait de la chaleur, j'étais rassurée, et en fait, par rapport à son vécu, etc., effectivement, c'était bien pour lui qu'il puisse partir. Euh, mais là encore, si tu veux, pour moi, ça percute pas en mode tu dois faire quelque chose. Rien du tout, quoi. À ce moment-là, j'ai 17 ans, enfin, je suis dans mes études, etc. Donc, ça, entre guillemets, ça me pète pas aux neurones, quoi. C'est vraiment l'accident de voiture qui, lui, fait le déclic et m'engage, en fait, dans cette voie de la médiumnité et de l'accompagnement et tout ça par la suite. C'est ça. Mais justement, c'était Ouais, j'ai mes deux répondu à prochaines tes questions. questions. J'allais venir à l'âge de 17 ans, justement, et ton accident de voiture, où tu entends justement ce message, non, ce n'est pas le moment.
Ouais. Un message Donc, qui est très dur à vivre sur l'instant T. ouais. Ouais. Oui, pourquoi? Parce que tu avais envie de te laisser partir justement et tu t'es battu pour en entendant ce message? J'avais pas spécialement envie de me laisser partir, mais j'étais dans une période de ma vie où ma vie n'avait pas de sens. Tu vois, ça vraiment, pour moi, la vie n'avait pas de sens, ça n'avait aucun intérêt. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous sur Terre, quoi? Mais vraiment, je comprenais pas ce que je faisais là. Et, euh, et en fait, d'entendre ça, je me suis dit, bah, c'est pas cool parce qu'en fait, ça aurait pu s'arrêter, quoi. Voilà. Là-haut, ils auraient pu me garder, tu vois. Et je me suis dit, bah non, c'est pas le moment. Non, t'as des choses à faire. Ok. Et quoi? Et il y a eu tout un tas de choses qui se sont mis à l'issue. Mais il est vrai que sur l'instant T, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je suis pas morte, quoi, en fait? Pourquoi ça s'est juste pas arrêté? Parce que je vois vraiment pas l'intérêt de la vie à ce moment-là. Ouais. Ouais. Bah, le contact défunt a toujours plus ou moins été là. Ça m'a jamais empêché de recevoir des messages, etc. D'être au contact de gens et quand même d'avoir des choses qui sont présentes, d'en parler avec la personne et de faire un travail en fonction. Mais j'ai j'ai envie de dire, c'est comme si c'était pas ma fonction première. La première pour moi, c'était vraiment cette relation en fait avec mon guide, avec les guides, avec tout ce qui s'était mis en place, tout le travail qu'il m'a fallu faire et accomplir parce que j'ai l'âge de 20 ans quand j'ai l'accident, quand j'entends cette voix et quand en fait euh, le truc se met en route, quoi. Si on peut dire ça comme ça. Mais après, moi, je vais réellement me lancer dans l'accompagnement aux gens, etc. 10 ans après. Donc, pendant 10 ans, c'est un enseignement que je vais recevoir. On va me demander d'expérimenter certaines choses. Des fois, je vais faire du caca boudin, comme j'aime bien dire. Je vais aller à l'encontre, je vais faire la tête. Mais en fait, c'était toute une phase d'apprentissage. Et tout ça m'a permis, bah, justement, aujourd'hui, de pouvoir écrire les livres avec tous les conseils que j'ai pu recevoir, de créer des oracles. Euh, voilà, Conversation avec l'au-delà, c'est mon dernier livre, mais il y en a eu plein d'autres avant. Et en fait, tout ce parcours, il a été, entre guillemets, bah, initiatique, expérimentatif, et puis bah, révélateur de beaucoup de choses. Et le décès de ma grand-mère, euh, en fait, c'est différentes étapes de ma vie. C'est-à-dire que à la mort de mon père, alors que j'ai 17 ans, il y a déjà des secrets de famille, il y a déjà des choses comme ça qui sont mises en lumière. Mais voilà, encore une fois, à ce moment-là, je suis pas dans cette démarche-là. Le décès de ma grand-mère, on est reparti dans les secrets de famille, il y a plein de choses qui sont mises en lumière à ce moment-là. Et, euh, et là, ça percute parce qu'en fait, juste avant son décès, justement, mes guides commençaient à me dire, on va commencer à travailler les mémoires familiales, tu vas avoir d'autres personnes qui vont s'inviter avec nous pendant nos séances. Et donc là, j'ai commencé un peu à avoir les défunts. Parce que l'oracle sur les mémoires familiales que j'ai créé, il est vraiment fait à partir des guides et des défunts, justement. C'était une amorce. Et j'ai bien compris, en fait, qu'en faisant ce travail-là, je me demande même si c'était pas en novembre et ma grand-mère est partie en janvier. Il y a un truc comme ça. Et cet oracle, au moment où il est fini, où il est bouqué, euh, je perds un de mes guides. Je sais qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui est terminé. Et en général, quand je perds un guide à une période bien précise, je sais que derrière, il va se passer quelque chose. J'ai terminé un cycle. Voilà. Mais pour l'instant, je sais pas encore quoi. Et c'est le décès de ma grand-mère où voilà, on est reparti dans les secrets, dans les mémoires familiales, etc. Et là, je me dis, ouais, c'est bon, je m'engouffre pleinement là-dedans. Et de là, vraiment, l'ouverture avec les défunts s'est faite. Et du coup, en fait, tous mes accompagnements, toutes mes séances ont complètement changé, en fait, du jour au lendemain par rapport à ça. Et c'est là aussi où j'ai mis ce temps à comprendre que, bah oui, mais bon, ok, je suis médium.
Mais en fait, médium, ça veut tout et rien dire parce que si moi, je me compare aux autres, et c'est là où on se dit, il faut surtout pas se comparer, en fait, tu te dis, bah ouais, mais en fait, bah moi, ça se passe pas comme ça. Ma médiumnité, quand tu vois certaines personnes et tout ça, tu te dis, bah zut, parce que, ok, mais moi, ça marche pas de la même façon que, quoi. Donc, je comprends pas. Et donc, là encore, il y a eu tout un tas de travail qui a été mis en place. Et une fois pleinement OK avec tout ça, ça a été en fait une véritable révélation, quoi. Et aujourd'hui, j'accompagne les gens dans leur mémoire familiale. Je fais un travail qui est vraiment, tu vois, personnalisé, adapté à la personne, parce que son défunt se présente et on va aller travailler la mémoire familiale qui a besoin d'être travaillée, ou à contrario, il n'y a pas de défunt qui se présente et puis on va aller travailler d'autres choses. Ouais, ouais. Mais de toute façon, il y a autant de médiumnités différentes qu'il y a de médiums. Exactement, Personne ne on travaille est bien pareil. d'accord. Mais de toute façon, c'est très humain. Mais à un moment donné, tu te compares ou forcément, tu vois, tu cherches des réponses ben, avec les autres, quoi. Donc, des fois, c'est très déstabilisant parce que c'est là où tu comprends qu'effectivement, on est tous différents et qu'on fonctionne tous différemment, en fait. Mais tu passes quand même par ce truc de, bah oui, mais pourquoi moi ça se passe pas comme eux? Je comprends pas. Et il y a une question qui me vient à l'idée là justement, c'est est-ce que tu trouves qu'il y a de plus en plus de personnes avec ces capacités-là justement? Ben, là-dessus, il est vrai que depuis, moi j'ai remarqué que c'était depuis 2012. Depuis 2012, on voit qu'il y a vraiment un éveil qui s'est fait. Euh, le coronavirus, le confinement, tout ça a fait exploser tout ça encore en plus par la suite. Mais à contrario, je trouve que toutes les personnes qui se sont vraiment éveillées, qui ont eu un gros éveil, etc., entre 2012 et 2019, c'était très sain. Euh, Et je- voilà, il y a un peu plus d'ego spirituel de Hmm. nos jours. C'est plus trop la même spiritualité. On ne trouve plus vraiment Ouais, les mêmes choses. ça devient un Et peu aujourd'hui, plus on est un, plus un sur un business espèce de pour certains quoi. concours, business, tout ça. Ouais, Ouais, complètement. très bien. J'aimerais t'entendre parler de la feuille de route, s'il te plaît. La feuille de route, la fameuse crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, suivant les personnes. Ben, de ce qui m'a été, entre, encore une fois, hein, ça correspond à ma vérité, c'est ce qui m'a été raconté moi. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité pour tout le monde, hein. Mais de ce qui m'a été expliqué, c'est que la plupart du temps, les gens font cette fameuse crise de la quarantaine. Quarantaine, cinquantaine, c'est entre cette décennie-là. Euh, Toute notre première partie de vie, et on le voit bien effectivement, on est dans l'apprentissage, dans l'expérience, on trace notre chemin, mais c'est là où on vit, entre guillemets, tout ce qui va nous structurer, c'est vraiment les bases, la fondation de notre être, de ce qu'on va devenir. Et c'est à cette période-là qu'on va vivre en général euh, tout ce qui peut être traumatisant, toutes les blessures, etc. C'est à ce moment-là qu'on les vit. Et puis la fameuse crise de la quarantaine, de la cinquantaine qui fait, euh, en fait, on se pose réellement les bonnes questions à ce moment-là. Ma vie n'a pas de sens, c'est quoi le but de la vie, je m'ennuie, c'est pas ça la vie. Et bien souvent, on se rend compte qu'il faut cette fameuse crise pour que les gens s'éveillent, prennent conscience de certaines choses. Et encore une fois, on est dans, on voit bien 40, 50 ans, c'est aussi l'âge où on peut perdre éventuellement nos parents. Donc, on a aussi voilà, ces disparitions qui vont être impactantes pour nous et qui vont nous permettre de se dire, c'est pas possible, il y a autre chose. Donc, voilà, cette période 40, 45, 50 ans est vraiment, on expérimente, on travaille notre, j'ai envie de dire le côté un peu karmique, tout ce qu'on doit régler entre guillemets. Et puis la deuxième partie, c'est plus le côté, on fait enfin le pourquoi on est venu, on comprend que il faut pas être matérialiste, égoïste, il faut vraiment s'ouvrir, il faut être dans l'aide à l'autre, il faut ouvrir son cœur, etc. Et voilà, on rentre vraiment dans une autre dimension dans la deuxième partie de sa vie, quoi. Très bien. Bah, c'est un beau résumé en tout cas. Il y a un magnifique passage sur la mission de vie collective sur Terre qui est l'amour
mais plus particulièrement, comment as-tu aimé? Alors, on ressent l'importance de la chose. J'aimerais que tu développes Mm. ce point-là, s'il te plaît. Bah, si tu veux, ça fait partie des, entre guillemets, des deux questions qui nous sont concrètement posées. Parce qu'au début du bouquin, moi, j'en pose plein. J'ai fait une longue liste de questions pour vraiment faire, tu vois, percuter les gens, etc. Et, et je sais qu'ils bousculent pas mal parce que je Ah, ok, reçois oui. beaucoup de mails en lien avec ça. Mais en fait, en résumé, c'est comment as-tu aimé et qu'as-tu fait de bien? Et bah, si à l'instant T, même toi, si à l'instant T, tu dois te poser la question de comment as-tu aimé sur Terre, si on devait mourir là, maintenant, voilà. Ouais. Hein, si on est très honnête avec soi-même, parce que là encore, ben, faut être honnête avec soi et puis il faut pas avoir de filtre, il faut vraiment regarder les choses en face. Comment as-tu aimé? Ben, même encore aujourd'hui, j'en suis à forcément pas assez, pas complètement, pas pleinement, tu vois, le cœur ouvert, etc. Qu'as-tu fait de bien? Bah là aussi, il faut pas non plus se mentir. Qu'as-tu fait de bien? Qu'est-ce que tu as fait de bien sur Terre? On fait tous des trucs bien, hein, de toute façon, Oui, oui, bien c'est ok. sûr. Mais bon, on sait aussi qu'on n'est pas que des petits anges. Et puis, dans Qu'as-tu fait du bien, c'est surtout en ton âme et conscience. Et je crois que cette partie-là, dans le bouquin, elle n'est pas forcément rajoutée ou j'insiste pas assez là-dessus. Parce que c'est vraiment ce truc-là, tu sais, il y a cette phrase où on nous dit oui, mais en ton âme et conscience. C'est jamais en ton âme toute seule ou en ta conscience toute seule, c'est en ton âme et conscience. Et ça change toute une dimension quand tu fais les choses en ton âme et conscience. C'est que tu les fais pleinement, tu assumes pleinement tes responsabilités, tu es pleinement OK, tu es vraiment aligné à ce moment-là. Et une fois qu'on prend conscience de ça, on fait vraiment toutes les choses différemment. Ouais. Tu vois, on les fait vraiment en son âme et conscience. Et donc là, on fait les choses bien. Parce que même des choses où on va pas forcément prendre de mauvaises, enfin, pas de bonnes décisions, où on va pas faire un bon choix, à ce moment-là, on sait que c'est nous qui avons pris cette décision, c'est nous qui avons fait ce choix. Et tu vois, on peut le reprocher à personne. Chose que entre la quarantaine, Ouais. cinquantaine, tu reproches toujours à l'autre les choix et les décisions que tu as prises quand elles sont pas très bonnes. Mais là, justement, tu assumes tout ça. Donc, je trouve que c'est aussi un moyen dans ces questions-là de se dire, OK, si je devais partir là, dans les 30 prochaines secondes, comment j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Et de se rappeler justement de ce qu'on a fait de bien, mais aussi de se dire, bah là, j'ai merdé, entre guillemets, et de se dire comment je peux rattraper ça, quoi. Parce qu'en fait, il est jamais trop tard, on peut rattraper certaines choses. Tout à fait, tout Et à fait. s'excuser, demander pardon, quand il est fait justement en notre âme et conscience, ça change toute la donne, ça Alors, change beaucoup de choses. c'est pas facile à faire, mais oui, oui, Ah non, ça, ça pique. oui, oui, oui. Faut mettre son ego de côté. Et bon, écoute, Ouais. je reviens vers toi. J'ai merdé. Je suis désolé. Ouais, mais en le faisant, c'est, bah oui, j'assume qu'à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'était pas folichon, quoi. Et puis c'est Mais libérateur le aussi fait quelque d'en part. avoir conscience, c'est top. Oui, oui, c'est ça. Puis c'est libérateur. Ça fait un bien fou, quoi. Mm. Bah, c'est libérateur pour soi, Ouais. mais aussi pour la personne. Mhm. Et du coup, ça règle certaines mémoires familiales qu'on est Oui. en train de créer, C'est ce que ouais, n'est-ce j'allais pas? y venir. Ça peut aussi régler éviter des dettes karmiques ou même en régler quelques-unes. Complètement. Ouais, tout à fait. Tu nous parles aussi de la notion de suicide qui ne nous fait pas retourner dans l'amour pur, mais justement, on va refaire un tour dans le sas. Est-ce que c'est pour nettoyer tout ça ou pour passer à autre chose aussi? Ben, la notion du suicide, elle est très impactante parce que, alors, tu vois, faut toujours savoir doser et bien poser ses mots sur ce sujet-là, mais Ouais. euh, les gens qui mettent fin à leur jour, ils sont dans un mal-être, ils sont dans une souffrance. Ça, c'est clair. Hmm. Et c'est une vérité là-dessus. Les gens qui mettent fin à leur jour, c'est parce qu'ils souffrent, ils sont dans de la douleur, dans du chagrin, ils ont plus le goût à la vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour avoir certaines âmes qui se sont suicidées, justement,
quand on discute avec, c'est mais à ce moment-là, je suis content parce que j'ai réussi, tu vois. Il y a cette notion de, ils ont réussi leur truc, ils sont morts. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et en fait, entre guillemets, le verrou, il est là. C'est que, certes, je souffre trop, je veux que ça s'arrête, mais j'obtiens, c'est-à-dire que je casse mon contrat de vie. Je casse mon contrat à ce moment-là. Et il y a une réussite dans ça. Et donc, dans ce que je peux avoir comme message parfois, c'est oui, mais je suis content parce que quelque part, je souffre plus, ou alors je souffre différemment, mais c'est quand même beaucoup plus léger. N'empêche que le passage n'est pas complètement fait, tu vois. Parce qu'en fait, il y a quand même des choses à régler, il faut qu'ils prennent aussi conscience de certaines choses. Et là où, pardon, quand on discute avec ces âmes-là, du moins quand elles se présentent, il y a ce truc de mais je savais pas, en fait. Je savais pas que j'avais des solutions qui allaient arriver. Je savais pas tout ça. Et surtout, 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 je savais pas que j'avais ces personnes-là quand même qui m'aimaient. Et ça change beaucoup de choses parce qu'en fait, l'âme en passant de l'autre côté se rend compte que même si on est fâché avec nos parents, nos frères et sœurs et que voilà, ils ont été monstrueux, etc., etc., au moment du départ, c'est là où on se dit mais si j'avais su, j'aurais pu l'aider, j'aurais dû faire ça. C'est mon fils, c'était ma fille. Et l'amour est toujours là en fait, même si on le voit pas, même si on le ressent pas forcément. Et parfois, c'est nous-mêmes qui avons honte de certaines choses, mais, mais néanmoins, il y a toujours des personnes autour de nous qui nous aiment. Et ces âmes s'en rendent compte de l'autre côté. Ouais. Mais est-ce que le suicide peut pas aussi être programmé dans... Ça peut. Ouais, ça peut être programmé avant la naissance aussi. Ça peut être la façon que la personne a décidé de partir. Pour un accord d'âme à âme avec, je sais pas, je prends un exemple tout bête, un fils qui se suicide parce que il fallait que sa maman connaisse le chagrin de la perte d'un enfant de cette façon. Exactement. D'accord. Et il y a deux catégories dans le suicide. C'est pour ça que c'est très compliqué parce que autant des fois, je me suis déjà retrouvée entre guillemets avec des mamans qui ont perdu leur enfant ou qui ont perdu un père ou une mère et qui sont complètement dévastées. Et puis en plus, moi, si tu veux, tant que le défunt n'a pas pris conscience de certaines choses, ça n'impose pas en séance. Donc c'est encore plus compliqué. Parce que toi, tu as envie d'aider la personne, mais Bah je veux oui. dire, si le défunt il est pas là, il est pas là, tu vas pas inventer quoi que ce soit et tu n'inventes pas de séance, quoi. Mais quand le défunt est là, effectivement, je me suis déjà retrouvée avec ces deux types de séances, c'est-à-dire, oui, mais il fallait que ma vie s'arrête, il fallait, et aujourd'hui, j'ai pris conscience en fait que mes parents m'aimaient, que en fait tout le monde m'aimait dans ma famille, que j'aurais pu faire différemment, etc. Et je m'en veux. Et là, il se passe certaines choses. Et autant te dire que là, les séances, tout le monde pleure, Bah, moi y compris. Enfin, c'est juste, voilà, quand ça se passe comme ça. Mais des fois, effectivement, tu as aussi l'autre version de oui, mais il fallait qu'ils partent pour que ça vous éveille, vous, pour que vous puissiez aider à votre tour des gens qui vont aussi perdre, etc. On le voit aujourd'hui, tu as des personnes qui vont perdre leur fils ou leur fille, et puis derrière qui vont créer des associations sur le oui, voilà. deuil, des choses comme ça. Donc, il y a toujours des choses qui... Voilà. Mais savoir quel est le contrat de la personne au moment du suicide, tant qu'on n'est pas en contact avec l'âme du défunt, on ne peut pas Oui, le voilà, savoir, quoi, en fait. on peut tout envisager. De toute façon, on n'aura pas les réponses tant qu'il n'y a pas C'est le ça. contact. J'ai beaucoup aimé le témoignage de Jean-Luc sur son Noémie. Est-ce que le fait qu'il ne s'en souvienne qu'à 33 ans est dû au voile de l'oubli et aussi le fait qu'il ne veuille pas retourner là-bas de son plein gré? C'est pareil, il y a encore différentes choses sur, Ouais, sur le voile de l'oubli. Tu vois, j'ai mis ce témoignage de ce monsieur parce que, en fait, ça m'a rappelé le mien. Et de me dire que ce voile de l'oubli, justement, il est important pour nous en tant qu'être humain. Parce que, tu vois, comme
Euh, je reprends mon exemple parce que quelque part c'est celui que je connais le mieux, Bah hein, oui, oui, et oui, tout à fait. je maîtrise bien le sujet. Bah, j'espère. Euh, mais tu vois, au moment où moi en fait, où je reprends conscience, connaissance, au moment de mon accident de voiture et où j'entends c'était pas le moment pour toi en fait. Tu dois revenir là, t'as des choses à faire entre guillemets. Euh, ouais, mais moi en fait, je voulais pas. Enfin, tu vois, si j'avais pu rester, voilà. Et on m'a toujours dit, mais est-ce que tu as fait une expérience de mort imminente? Et moi, j'ai toujours répondu, en fait, non, enfin, j'en sais rien, quoi. J'ai pas de souvenir de quoi que ce soit, comme tu peux avoir dans certaines choses qui sont racontées par des personnes qui ont vécu des trucs extraordinaires. Et à contrario, il y en a qui ont fait de très mauvaises expériences aussi. Donc, mais moi, j'ai pas de souvenir de tout ça. Donc, effectivement, par rapport à ça, quand on me pose cette question, en fait, je suis toujours incapable de répondre. Et à un moment donné, quand je me suis formée en constellation familiale, on a fait une soirée qui, en plus, était un soir de pleine lune où, en fait, on remontait toute notre existence, toute notre vie. Et c'est à ce moment-là, c'est dans cette soirée-là, qui m'a complètement déboussolée. Tu vois, le lendemain, j'étais même plus capable de faire quoi que ce soit dans le stage et compagnie, parce que pendant ce moment-là, j'ai revécu mon accident, en fait, et je suis tombée. Donc, je sais qu'à ce moment-là, je meurs, je reviens, et il s'est passé toute une scène qui m'a fait comprendre que c'est exactement ce que j'avais vécu, en fait. C'était mes 20 secondes, mes 30 secondes de MI. Et ça m'a mis ça en lumière. Et je me suis dit, mais pose la question, oui, pourquoi je m'en souviens pas? Pourquoi vous m'avez jamais montré ce truc-là? Et là-dessus, ils ont été mais d'une clarté et d'une limpidité absolue, en mode, mais si tu avais gardé souvenir de quoi que ce soit, tu aurais mis fin à tes jours. Tu vois, D'accord. parce que j'étais vraiment dans cette dynamique, mais à quoi sert de vivre à ce moment-là, etc., etc. Et puis, si on est plus tranquille de l'autre côté, allons-y. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Et si tu mets fin à tes jours, voilà, encore une fois, tu passes dans le sas, tu as tout un tas de compréhensions, etc. Donc, tout ça, c'était pas possible. Et quelque part, ce voile de l'oubli, il est là pour... on nous raconte beaucoup de choses, et même moi, à travers mes livres, je raconte aussi beaucoup de choses sur l'autre côté, comment ça se passe, etc., le monde invisible au moment de notre départ, tout ça, tout ça. Mais tu as des personnes qui peuvent se dire, allons-y en fait, parce que ma vie c'est tellement Oui. compliqué, machin, que autant arrêter. Et non, il faut surtout pas, parce que ce qu'on peut espérer de notre vivant, ça m'arrive, tu vois, en reprenant l'exemple des enfants qui partent, pas forcément sur la notion du suicide, mais une maman qui va perdre son fils d'une terrible maladie, etc. Les parents, à un moment donné, se projettent aussi en se disant je vais aller faire quoi. Parce qu'en plus, en faisant ça, vous n'allez pas du tout le rejoindre. Et ce voile de l'oubli, il est là pour ça. Il est là pour qu'on puisse vivre, en fait, notre vie terrestre, tu vois. Et la mort viendra à nous quand ce sera... Quand ce sera le c'est moment, pareil, quoi. c'est quelque chose qui est compliqué, mais une personne qui meurt, euh, c'était prévu, c'est que c'était ce jour qu'elle devait partir, etc. Quoi. Il n'y a pas de... Elle aurait pu vivre plus longtemps, elle avait d'autres choses à faire, etc. Non, c'est que si ça se passe, c'est que ça devait arriver, c'était prévu déjà comme ça. Donc on doit remplir notre contrat dans son Oui, entièreté. Et le voile de l'oubli est là pour ça, pour qu'on puisse vivre notre expérience terrestre de A à Z. c'est ça. Et justement, tu parlais de l'enfant, c'était encore une fois ma question d'après. Comment ça se passe quand, si effectivement on perd un enfant et que on a l'idée d'aller le retrouver, mais bon, c'est bon, t'as répondu. Bah c'est bien, écoute, j'enchaîne directement sur ta Bah oui, question. j'ai l'impression que tu as écrit le script avec moi en fait. Qui sait, peut-être. Peut-être, peut-être, on était connectés. J'ai compris que tu faisais aussi des soins énergétiques sur les habitations. Est-ce que tu peux développer un peu ce sujet, s'il te plaît? Alors, je fais du nettoyage et de la pacification.
J'aime bien préciser la pacification parce que on se retrouve dans des lieux de vie qui sont habités et pas forcément par nous. Mhm. On est là, mais voilà, on n'est pas forcément tout seul dans certaines habitations. Et, euh, et donc, je fais ce nettoyage-là à ce moment-là. Je n'entre pas en connexion avec les défunts qui sont là, mais j'entre en connexion avec le lieu, avec l'énergie du lieu. Et en entrant en connexion avec l'énergie du lieu, alors les défunts viennent se présenter à moi. Et des fois, ils me disent clairement, t'as rien à faire là, sors d'ici, on veut pas de toi, quoi. Donc, je dois en faire part au propriétaire qui me contacte à ce moment-là ou au locataire, tu vois. Mais en fait, à partir du moment où la connexion est établie et où le défunt est quand même venu me voir en me disant je veux pas de toi ici, laisse-moi tranquille, tu vois, je fais mon petit boulot. N'empêche que la connexion, c'est lui qui est venu me voir à ce moment-là. Ouais, Donc il l'a établie. Donc je sais que je vais pouvoir travailler d'une d'accord. manière ou d'une autre. Et soit on va apaiser l'âme justement de ce défunt et puis on va lui permettre de continuer son cheminement et puis il va quitter l'espace dans lequel il est. Soit on pacifie le lieu, c'est-à-dire je vais réussir à faire comprendre à l'âme qu'il faut qu'elle arrête d'embêter les occupants de l'habitation. Et à contrario, je vais dire aux habitants de l'habitation de faire certaines choses pour qu'en fait les relations s'apaisent et qu'au final, entre guillemets, ils puissent vivre sous le même toit, mais sans qu'il y ait de problématiques et sans que les uns embêtent les autres. On peut faire beaucoup de choses aussi de ce côté-là. Et quand tu dis pacification des lieux, c'est une maison. Je prends un exemple, une maison neuve qui vient d'être construite. Est-ce que sur le terrain, il peut y avoir Ah oui, des choses aussi? tu peux avoir des âmes qui sont reliées au terrain parce que bah, en même temps, faut quand même être complètement honnête. Les terrains qui sont tout vierges, qui sont tout neufs, ça veut pas dire pour autant que il y a 2000 ans ou 2500 ans, il y avait personne dessus, quoi. Oui. Donc, et puis suivant ce qui s'est passé, on a eu des guerres, il y a beaucoup de choses. Donc, on a des terrains aujourd'hui qui ont l'air entre guillemets propres et de n'avoir jamais été occupés, habités, mais c'est pas du tout le cas, quoi, hein. Non, 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 non. Bah, c'est pas pour rien qu'ils font des fouilles archéologiques dans certains endroits avant de construire des maisons et tout, hein, de toute façon. Exactement. Et quand tu découvres certaines choses, tu te dis ah ouais, mais comment c'est possible? C'est clair. Euh, il y a 8 plans vibratoires, et au fur et à mesure que l'on monte dans ces plans, la conscience est de plus en plus élevée, si j'ai bien compris. Oui, C'est ça. c'est vraiment ce qu'on Alors m'a ça, expliqué. je pense que c'est un sujet qui va intéresser beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux développer un petit peu? Ben, il y a différents plans. Après, euh, c'est pas, tu vois, j'aime bien mettre une petite couche là-dessus, mais le but, c'est pas qu'on arrive au dernier plan parce que nous sommes un être exceptionnel, tu vois, Ouais, je vois bien. ce genre de choses. Il faut savoir rester à sa place, hein, et encore une fois, en son âme et conscience. Donc, de toute façon, le premier passage, entre guillemets, reste plus ou moins le sas, puisque c'est vraiment là où l'âme va se décharger de tout ce qu'elle a sur la conscience, de tout ce qu'elle peut regretter, la culpabilité, les mémoires familiales, tout ce qui est secret de famille aussi, toutes ces choses-là. Et puis, une fois que cette âme va prendre conscience, si elle s'autorise à voir son guide, alors elle va passer à un autre palier, entre guillemets. Euh, il y a différentes choses. Tu as aussi, en fait, c'est suivant, encore une fois, comment toi tu pars, dans quelle énergie tu pars, dans quel état tu étais. Par exemple, des personnes qui vont partir de mort brutale ou violente, je sais pas, style un gars en moto, voilà, il dérape, le corps est entre Hmm. guillemets un peu éparpillé, voilà, sans trop extrapoler sur un scénario possible, mais le corps est tellement endommagé euh, qu'il y a un endroit où c'est le sas de la régénération, tu vois, où on va vraiment permettre à l'âme qui pourtant n'a plus de corps physique, et c'est là où j'aime bien ce cordon d'argent qui relie quand même les autres corps, parce que Ouais. le corps physique, bah, il est foutu. Donc la Oh. personne est décédée, le corps, il a plus besoin d'être réparé, quoi. De toute façon,
soit on est enterré, soit on est incinéré, donc le corps, il finit encore autrement. Mais en fait, c'est tous les autres corps qui vont avoir besoin d'être régénérés à plein d'endroits différents. Donc tous les corps, entre guillemets, passent... on pourrait assimiler ça à un endroit qu'on pourrait considérer comme un espèce d'hôpital où on va prendre soin de nous, prendre soin de notre enveloppe subtile et où on va être vraiment régénéré. Après, tu as le palier des jeunes âmes. Donc les jeunes âmes, ça va vraiment être les personnes qui ne sont pas nécessairement éveillées en autant, si on peut dire ça comme ça. Les personnes qui sont un peu plus éveillées, ils vont avoir aussi leur palier. Les personnes qui sont davantage éveillées vont avoir aussi leur palier. Et puis après, on va retrouver celui des guides, celui des anges, des archanges. Moi, je m'arrête à 8 dans le bouquin. Il y en a plus. Hein. Mmh. Oui, Mais oui. après, ça dépasse notre compréhension d'être humain, quoi. Ouais, Et ouais. puis, même si on a accès à certaines informations, c'est pas toutes les informations. Il y a plein de choses Oui, je pense qui que sont c'est... hors de notre compréhension. Oui, notre esprit humain terrestre peut pas emmagasiner tout, je pense. Je pense. Exactement. Euh, J'aimerais en profiter pour parler des personnes handicapées qui retrouvent tous leurs membres et leur sens perdu une fois passés de l'autre côté. Alors ça, c'est un sujet qui me concerne personnellement en plus, donc voilà, si tu peux dire quelque chose. Bah, au départ, tu passeras forcément par ce sas de régénération. Ouais. Ma grand-mère, par exemple, elle est devenue sourde à l'âge de 20 ou 21 ans, je crois. Et donc, elle a passé, elle est partie avec quel âge, ma grand-mère? Je sais plus trop. Elle avait dans les 90 ans. Elle a passé, tu vois, 60, 70 ans de sa vie à être complètement sourde. Et en passant, voilà, les corps qui sont abîmés, les personnes qui sont tétraplégiques, qui sont paralysées, etc., vont retrouver, parce que encore une fois, on ne répare pas le corps physique, mais on répare l'enveloppe subtile, on répare tous les corps. Donc, tu récupères l'utilisation de tout à ce moment-là. Ce D'accord. sas va permettre ça, en fait. Vraiment Enfin, je l'appelle passionnant. le sas, c'est pas le bon terme, parce que le sas, il est quand même bien particulier pour les prises de conscience, etc. Mais cet étage de régénération fait qu'on récupère l'usage de tous nos sens, de tous nos membres, tout. Est-ce que tu as vu le film No Solar? Oui, je Oui. l'ai vu il y a pas longtemps. Et j'ai été en joie de voir ce film, parce que je me suis dit, mine de C'est... rien, Hein? Il est on n'est pas... pas très loin de tout ce que j'ai pu écrire aussi dans mon bouquin. Donc, C'est un peu j'ai ça, été ouais. très contente. Et pourtant, ce film, il est pas tout récent quand Ah non, même. non, non, il date, hein, de Il toute date un peu. façon, Ouais. ça se voit qu'il date. Et justement, je voulais en venir à ce film parce que quand tu me parles de la régénération, j'ai l'image où le personnage principal, alors je sais plus comment il s'appelle, est dans un hôpital au calme où il y a plein de lits qui sont tous alignés et Oui, il se régénère comme ça en fait. exactement. D'accord. Sauf que, si tu veux, pour le film, ils sont bien obligés de nous montrer une personne en chair et Oui, en os. oui, bien sûr, oui. Tu vois. Mais techniquement, alors, moi, tout ça, on me l'a pas montré, mais c'est tout ce qui m'a été raconté. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais en fait, c'est génial parce que c'est comme si là, on me montrait tout en images. C'est Et ça. j'ai trouvé ça Oui, c'est comme génial, quoi. si tout devenait vraiment très, très concret, quoi. Mais oui, c'est exactement ça, quoi. Alors, pour finir mes interviews, je pose toujours mes deux petites questions rituelles. Et la première, c'est as-tu un message ou un conseil à communiquer avant de finir cette interview? Ah, ouais. On peut en Allez. faire un. On peut en faire un parce que on est dans une période quand même très charnière. Et de ce que les guides m'ont quand même transmis comme message pour cette année qui commence assez fort pour de très nombreuses personnes, plus tout ce qu'on peut voir en ce moment aussi ces derniers jours là aux États-Unis, etc. En fait, c'est vraiment arrêter d'être chacun dans son coin. Euh,
l'univers et les êtres humains, là, ils ont besoin plus que jamais d'être ensemble, d'être dans l'amour, d'avancer ensemble, de cheminer ensemble. Euh, il y a quand même une espèce de dualité et je trouve qu'en ce moment, on le ressent particulièrement, enfin moi je le ressens particulièrement. On a l'impression qu'il y a une espèce de combat, de dualité qui se fait. Il y a, entre guillemets, il y a beaucoup d'ombres qui se manifestent, mais en même temps, il y a tellement de personnes maintenant suffisamment éveillées ou même qui sont tout simplement dans un début d'éveil où on nous demande en fait de nous rassembler, d'être dans l'amour, d'être main dans la main et de faire face. Et puis surtout de faire tomber les masques, de nous ramener vraiment à qui on est vraiment, d'arrêter de rejeter la faute sur les autres, il n'y a rien qui vient de l'extérieur, tout part de nous et vraiment, c'est ce côté, il faut se recentrer, il faut revenir à soi, tout en étant main dans la main avec les autres, quoi. Et c'est vraiment, voilà, c'est le message que je reçois et du coup, c'est celui que j'ai envie de te partager. Bah écoute, mais merci beaucoup. Et la deuxième question, c'est as-tu une recommandation culturelle, un livre, un film ou un documentaire, ou même quelqu'un que tu voudrais glisser un petit mot pour donner un petit coup de main? Il y a une personne que j'aime beaucoup, je peux citer son nom du coup? Ah ben bien sûr, au contraire, D'accord. vas-y, vas-y. Qui s'appelle Jeanne, qui est numérologue et qui fait de très belles choses, qui a vraiment une numérologie qui nous ramène vraiment à nous, qui nous permet de nous comprendre, etc. Et c'est une personne que j'aime beaucoup mettre en lumière parce que elle apporte beaucoup de bien-être aux gens et elle fait des thèmes numérologiques qui sont vraiment euh, plus que parlants, quoi. D'accord. Et c'est une personne qui a de très belles capacités, qui est très lumineuse et qui fait un très beau travail. Super. Voilà. Bah, est-ce que tu pourras m'envoyer son lien? Je sais pas s'il y a un compte Instagram ou quelque chose comme ça, Oui, ou si même tu autre veux, chose. Comme ça, je pourrais la mettre dans la description du podcast. ça marche. Ok? Avec plaisir. Écoute, Virginie, je voudrais te laisser un petit coin à toi pour ton actualité, si tu as des choses de programmées, de prévues dans les temps à venir ou pas. Ben, cette année, je vais faire pas mal de petits ateliers, de conférences. Donc, pareil sur la spiritualité, sur les mémoires familiales, sur le deuil, l'au-delà, etc. Tout, tout mon dada à moi, tout ce qui me passionne et qui me fait vibrer. Et j'aime bien parler de ça et c'est chouette que tu puisses m'en donner l'occasion. Tous les mois, à la pleine lune, en fait, j'ai instauré un cercle collectif où on vient travailler euh, soi-même une mémoire familiale. Et en fait, dans ce travail qu'on fait, c'est simplement, tu vois, sur don fait avec le cœur. Je demande simplement un don. Les gens, ils donnent exactement ce qu'ils veulent, mais le but, voilà, c'est il y ait quand même un investissement de leur part. Ouais. Et pour leur faire comprendre que euh, ce travail-là, il est bien particulier. On va mettre en lumière, c'est tous les mois, c'est sur une thématique différente. Et bien sûr, faut que ça résonne et que ça vibre avec la personne. Là, tu vois, le prochain, il est sur l'échec, la peur d'échouer et qui par conséquent fait que je procrastine, tu vois, je ne fais rien. Et ça parle pas mal. Et le truc, c'est, je vais aller réparer mon être là-dessus, je vais aller réparer cette blessure que j'ai en moi et je vais aller réparer l'ancêtre originel à qui ça appartient. On est vraiment sur de la mémoire familiale. Et en réparant cet ancêtre, je me libère moi et je libère ma descendance. Et en fait, chaque travaux qui sont faits sur ces pleines lunes, sur ces cercles, on est sur des thématiques différentes. Et donc, ça peut permettre, voilà, aux gens de se libérer de certaines mémoires, mais d'être dans cet amour de je peux réparer un ancêtre et en même temps, je peux libérer mes enfants de cette mémoire qui m'empêche d'avancer, quoi. Donc, pour moi, c'est un tiercé gagnant, entre guillemets. D'accord. Voilà. Mais faut être dans l'amour pour son prochain et pour ses ancêtres pour C'est ça. ça. Donc ça, c'est une fois par mois à la pleine lune. Ouais. C'est dans quel coin du coup que tu fais ça? C'est en ligne.
C'est En en ligne, visio. ça peut être en Ouais, visio. Oh bah ça va intéresser encore plus de monde, ça, un public encore plus complet. large. Donc voilà, donc ce livre, on a parlé de choses et d'autres qui sont très intéressantes, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les morts brutales, le départ collectif. Là, je prends le SAS au complet pour avoir un beaucoup plus détaillé. Qu'est-ce que les VSCD? Ça, c'est un truc qui m'a passionné aussi. Et énormément d'autres choses. Donc, je ne peux que conseiller ce livre. Une vraie mine d'or au niveau d'information. Vous pouvez y aller, c'est top. Merci. Euh, Écoute, Virginie, il me reste plus qu'à à te remercier pour ta participation. Bah écoute, merci pour l'invitation dans tous les cas. Et puis Bah, de toute façon, c'est toujours un plaisir de pouvoir parler de tout ça. bah oui, quand c'est une passion, de toute façon, ça, une fois que c'est là, ça nous lâche plus, hein. C'est le con- C'est ça. Super. Bon, écoute, merci beaucoup, et puis je vous dis au revoir à tous et à très bientôt pour un prochain épisode. Merci à toi. Au revoir à tous.